Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Larègue, qui est diplômé en anthropologie. Il est également passionné par les mythes et l'histoire des civilisations et enseigne justement l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident à la Nouvelle Acropole à Biarritz. Une autre de ses passions, vous l'aurez deviné ce soir, c'est Le Petit Prince. Ah, il vaut mieux, hein. Il a d'ailleurs écrit 2 livres, il y a bien 2 tomes. Donc Le Petit Prince, un voyage philosophique entre ciel et terre. Une des citations du Petit Prince, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux », disait le renard. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que voulait dire cette phrase en disant Le Petit Prince. Si. Nous espérons qu'à la fin de la conférence, ce sera un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Et pour nous aussi. Ah bah oui. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis très très content d'être à Strasbourg. C'est la diagonale du fou. Hein. J'arrive de Biarritz, vous imaginez. La diagonale du fou. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée ensemble autour d'un sujet essentiel, un petit prince. Et on va voir toute l'utilité d'étudier ce conte, se l'approprier et en retirer toutes les perles de sagesse pour bien vivre et pour mieux vivre. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais faire d'abord, sinon je sors le micro, je voudrais faire des remerciements. Et je voudrais dédier cette soirée à l'amitié. Vous savez que le Petit Prince se pose une question. Qu'est-ce que je viens faire sur Terre, dit le Petit Prince. Je pense que tout le monde n'a pas le passage en tête. Ce passage en tête, c'est dans le moment sur l'écho. L'écho. Bonjour, bonjour, je suis seul, je suis seul. Qu'est-ce que tu veux? Des amis, des amis, des amis. Qu'est-ce que tu viens chercher sur Terre? Des amis, des amis. Voilà, le Petit Prince, il vient chercher sur Terre des amis. Et nous aussi. Qu'est-ce que c'est une vie sans amis? C'est débile. Ça ne sert à rien. Donc, on vient chercher quelque chose d'essentiel. Le mot « ami » veut dire relier quelque chose, l'âme. L'âme, on va essayer de la relier à travers un pilote et un petit prince qui dialoguent. Ils vont devoir dialoguer pour relier ce qui était impossible de relier, des préoccupations terriennes et une vision céleste. C'est la rencontre du ciel et de la terre à l'intérieur de nous, le Petit Prince. C'est la rencontre des préoccupations matérielles et circonstancielles en regard des véritables questions essentielles, celles qui ne périssent jamais, portées par le Petit Prince. Donc cette soirée, je la dédie à l'amitié. Et concours de circonstances, on vous a peut-être distribué des phrases philosophiques à l'entrée. Je ne sais pas, il y en a certains qui les ont. Oui. Et moi, j'en ai tiré une. Je n'ai pas fait exprès. On m'a dit, tu ne changes pas en plus. Et en plus, c'est une Iranienne qui me l'a dit, puis elle est costaud, hein, donc il fallait que je fasse attention. Donc, la phrase. Tous les biens que la sagesse nous procure pour le bonheur de notre vie, celui de l'amitié est de beaucoup le plus grand. Épicure. Ça aurait été dommage. Vous voyez? Donc, cette quête de l'amitié n'est pas d'aujourd'hui. Tout comme cette quête de l'enfant qui ne meurt jamais en nous n'est pas d'aujourd'hui. Dans les évangiles, Matthieu dit ceci. Si vous ne changez pas pour devenir des petits enfants, le royaume des cieux vous sera à jamais fermé. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Évangile selon Matthieu. La quête de l'enfant éternel n'est pas d'aujourd'hui. Le bordel ambiant n'est pas d'aujourd'hui. Toutes les époques ont leur style de bordel ambiant. Toutes les époques ont leur style de difficulté. Aujourd'hui, nous vivons un état particulier. L'Europe vient de se souvenir que le mot guerre pouvait exister et qu'il pouvait être concerné par ça. Mais qui se souvient qu'en 1942,
le scénario était beaucoup plus préoccupant qu'aujourd'hui. Et un homme qui a dédié sa vie, mais sa vie entière au combat, en tant que militaire, en tant qu'aviateur, au dernier jour de sa vie, il écrit un texte où il ne parle pas de guerre, il ne parle pas de politique, il ne parle pas de préoccupations matérielles. Il parle d'un petit enfant qui est pur, ingénu, au plus haut niveau, qui porte la source, et que ce petit enfant s'appelle le Petit Prince. Il est né en 1942, dans le scénario de la Deuxième Guerre mondiale, qui était bien plus préoccupant qu'aujourd'hui. Et il a fait naître un enfant de l'espoir, le héros pour demain, le Petit Prince. Ce livre est surtout pas fait pour les enfants. Il est fait pour les adultes. Saint-Exupéry l'écrit. Tous les critiques l'écrivent. C'est un livre à haute réflexion philosophique, déguisé dans un langage d'enfant. Je n'ai pas encore commencé la conférence, je tiens à vous dire. Donc, je voulais simplement vous dire que cette soirée, je la remercie. Je voudrais faire un remerciement d'amitié. Un personnage qui est un ami depuis au moins 33 ans. C'est Léonard, qui est ici présent. Cet homme a eu un courage phénoménal, et il a un deuxième courage, c'est qu'il porte une école de philosophie à dimension pratique, tournée pour les hommes de tous les jours, dans la ville de Strasbourg. Il fait un combat hyper légitime, hyper propre. Et je ne peux que le remercier, et que c'est une relation d'amitié qui nous relie depuis maintenant 33 ans. On se connaît depuis 33 ans. Rares sont les êtres humains qui peuvent dire « J'ai partagé la vie de quelqu'un depuis 30 ans, mais j'ai fait tous les combats avec lui. J'étais sur tous les fronts, dans toutes les tranchées. Et j'ai pu donc créer un lien de vie profond, parce que j'ai créé une relation humaine profonde. Et ça n'a pas été une relation passagère d'un jour. « Salut, comment tu vas? Voir à la prochaine. » Oh, de toute façon, c'est ça live. Non. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le fait de pouvoir tisser des liens et de la vraie relation qui produit du vrai bonheur et qui produit de vrais biens. Donc je remercie Léonard de m'avoir invité, mais on se partage notre existence depuis 30 années et on a fait beaucoup de combats ensemble. Et je voudrais dire merci aussi à Nadine, qui est sa femme. Et voilà, les deux, ils portent ce combat ici, et on n'est pas forcément les mieux munis. On est parti parfois à la guerre avec des armes totalement brisées. On ne savait même pas où on allait, mais on l'a fait. Et enfin, je voudrais dire aussi merci à un ami tout récent, qui est ici présent, il s'appelle Reza. C'est un philosophe de Strasbourg. Je vous recommande un de ses livres, qui pourrait suivre Le Petit Prince. Son livre s'appelle « La soif de l'essentiel ». Lisez « La soif de l'essentiel » et vous verrez toute la quête qu'enseigne Le Petit Prince. Donc merci, et faisons de cette soirée une soirée dédiée à l'amitié. Le plan de la conférence, il va être suivant l'inspiration, mais vous inquiétez pas, il y a un plan quand même. Demain, pour ceux qui le souhaitent, on fait un atelier. Dans l'atelier, je traiterai en détail beaucoup de choses. L'objectif de ce soir, c'est que chacun puisse repartir en se disant « Ouh là là, mais le Petit Prince, c'est un véritable enseignement philosophique. Ouh là là, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. » Et demain, on ira à la découverte de certains personnages qui ne sont pas connus. On ira bien entendu à la découverte de tous les habitants des astéroïdes. On ira à la découverte de la fleur qui parle avec le Petit Prince sur la planète. On ira à la découverte de la fleur à 3 pétales, de l'écho, du marchand de pilules, du serpent, du puits, des roses, du renard,
On va en parler un peu ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais on ne pourra pas tout dévoiler, parce que ce texte est beaucoup plus trop profond. L'objectif de ce soir, c'est de suivre un plan qui a été dessiné par Joseph Campbell, pour ceux qui connaissent, un grand mythologue. Et ce grand mythologue a étudié tous les mythes de l'histoire et en a dégagé des archétypes. L'approche des mythes suivant 3 étapes. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est la traversée. Et la troisième étape, c'est le retour. Tous les héros suivent ce schéma. Et le Petit Prince ne déroge pas à la règle, bien que je m'appelle Olivier Larègle. Hein, voilà. Non. Voilà. Le Petit Prince ne déroge pas à ceci. La première étape du Petit Prince, c'est la préparation. Elle a lieu, c'est le tome 1 du livre. Le tome 1 traite des chapitres 1 au chapitre 9 et parle de la préparation. Avant que le Petit Prince ne se fâche avec sa fleur, et non pas avec sa rose, parce que je vous mets au défi de me trouver le mot rose avant le chapitre 22, ce n'est que le mot fleur et pas rose. D'accord? Et puis il y a Nadine qui me dit, il faut que tu parles quand même de l'art d'aimer. Hein. donc, on va en parler rapidement, simplement, d'accord? Puisqu'au départ, il aime toutes les femmes, Saint-Ex. C'est un grand coureur, il adore les femmes. Désolé, on casse l'image, hein, d'accord? Mais il n'a pas réussi à stabiliser quelque chose. On pourrait en reparler dans une autre clé. Il n'a pas réussi à stabiliser, la relation va construire est conflictuelle et il n'arrive pas à stabiliser. Donc, il adore le genre féminin et c'est normal parce qu'il aime la beauté, il aime la douceur et il aime vraiment tout ce qu'une femme peut représenter. Donc, au départ, la guerre qui se passe dans le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre, c'est la relation masculin-féminin. On en parlera demain. C'est extraordinaire comment c'est expliqué. Et à partir du chapitre 9, qui est la fin de la préparation, le Petit Prince profite d'une migration de 11 oiseaux sauvages pour s'évader de son logis, pour s'évader de sa planète. Et il part dans la traversée. Et là, il est tout seul. Accompagné de quoi? D'une grande muse, sa solitude, qui va lui permettre de se différencier et d'acquérir son autonomie, et non pas de s'isoler. Et il va partir donc à travers une traversée qui va se faire à travers 7 globes, ou 7 astéroïdes et une planète. Qu'il ait choisi le chiffre 7 ou pas, j'en sais rien. Saint-Exupéry n'était pas du tout un ésotériste. Ce n'était pas un symboliste, mais pourtant, peut-être lui qui a le mieux défini ce qu'était l'ésotérisme. Puisque la fameuse phrase « Mon secret est très simple », on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est la définition même de l'ésotérisme. Voilà. On va en reparler de tout ça, n'inquiétez pas. Donc, l'objectif, c'est de comprendre qu'il part à travers 7 globes, 7 planètes, et qui fait son cheminement, et se construit ses avis. Et la traversée, il ne l'a fait pas avec papa, il ne l'a fait pas avec maman, il ne l'a fait pas avec la fleur, il l'a fait avec lui-même. Et il va aller donc rencontrer le roi, puis après, il va rencontrer le vaniteux, puis après, il rencontre l'ivrogne, puis après, il rencontre le businessman, puis après, il rencontre le géographe, enfin, il rencontre tous les habitants des astéroïdes. Et en rencontrant tous les habitants des astéroïdes, il retire un enseignement.
pour arriver avec le dernier, le 6e astéroïde, le géographe, qui va lui dire, et vous verrez tout à l'heure, suite à un enseignement particulier, qui lui dit « Allez voir la Terre, elle a une bonne réputation. » Et il arrive sur Terre. Et là, quand il arrive sur Terre, il rencontre quelqu'un qui est perdu dans un désert. Et cette personne qui est perdue dans un désert, elle râle parce que son avion est cassé. Le moteur ne marche plus. Ça en dit long, hein? Ça vous est jamais arrivé d'être en panne dans un désert, le désert intérieur, le moteur cassé? Et comment on fait pour redécoller? Quels sont les critères qui me permettent de redécoller? Avec quoi j'avance? Eh bien, cette personne qui est perdue dans le désert, c'est le pilote. Il est perdu dans le désert, soi-disant, avec son mécanicien Prévost. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais seul Saint-Exupéry entend l'injonction d'une petite personne qui lui parle et qui lui dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Cette phrase est magnifique. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » On passe du vouvoiement au tutoiement en une seule phrase. C'est un sens. Il faut vous dire une chose. Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince. Tout ce qui a été écrit a été validé par lui. Toutes les iconographies ont été validées par lui. Il n'a jamais écouté les conseils de son éditeur. Il a dit, c'est ça que je veux comme ça je le veux comme ça, et ça je le veux comme ça. Il écoutait au préalable. Une fois qu'il avait écouté, il décidait, et une fois qu'il avait décidé, on ne changeait pas. De la taille des iconographies, au texte, tout. C'est un texte très travaillé, très pensé. Donc, une fois que notre pilote rencontre le Petit Prince, c'est quand il arrive sur Terre. C'est le 7e globe. Et le 7e globe finit le passage de la traversée. Et c'est du chapitre 24 au chapitre 27 que nous aurons la 3e partie de la vision des mythes suivant Joseph Campbell, qui sera le retour. Donc, le premier tome, elle est partie avec mon livre. Quelqu'un est parti avec mon... Et voilà, qui c'est qui a fait la présentation? Ah, voilà, merci. Merci. C'est celui-là, parfait. Donc, premier tome, préparation. Deuxième tome, traversée et retour. OK? Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui tous les enseignements philosophiques qu'il y a à l'intérieur du Petit Prince, même si je commence à en distiller quelques-uns. Maintenant, avant de parler de ceci, j'aimerais parler un tout petit peu et rapidement et succinctement de la vie de Saint-Exupéry. Parce que c'est indissociable. Indissociable. Je ne sais pas si certains connaissent bien la vie de Saint-Ex, mais sachez une chose, il ne voulait pas écrire Le Petit Prince. Ce n'était pas du tout un livre qu'il voulait faire. Il ne savait pas écrire de livres pour enfants. Il était rompu à la littérature. Il était écrivain, romancier, essayiste. Et je vais vous expliquer les circonstances. Mais ce qui est certain, c'est que Le Petit Prince, il le portait en lui depuis sa tendre enfance. C'est peut-être un homme qui a réussi la fameuse phrase de l'Évangile selon saint Matthieu. Il a réussi à le faire naître en lui, celui-là. Et au démarrage, quand il est jeune enfant, il est né un 29 juin 1900, et les premières années se font, et très vite, sa maman s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait normal. Il a un côté leader, mais pas du tout tyrannique, d'accord? Il a un côté bienveillant, et il a un côté avec une imagination débordante. C'est lui qui anime toutes les séances de jeu
à la maison et il est le frère, enfin un enfant d'une famille de 5 enfants. Il est le 3e enfant. Ça va? Et au départ, sa maman l'appelle le roi Soleil. Or, comment est la tête du petit prince? C'est un soleil, avec les mèches de cheveux qui représentent les protubérances solaires. C'est une boule d'or. Tout ceci est voulu. Hein. Et donc, quand il est enfant, il est appelé le roi Soleil par sa maman. Ses camarades d'école l'appellent Pique la Lune. D'autres, Consuelo, quand il deviendra plus grand, l'appelle mon grand ours, ou Tonio. Il a plusieurs noms. Et donc, Saint-Exupéry commence sa vie. Il commence sa vie, il avance, nous sommes en 1900. Son frère cadet est né en 1902. Et en 1917, son frère cadet meurt. Mais entre-temps, son père est mort en 1904, quand il a 4 ans. Toute la famille des 5 enfants était née. La maman se retrouve avec 5 enfants en charge et doit éduquer 5 enfants. Et en 1917, François, le frère de Saint-Ex, meurt de rhumatisme cardiaque. Le passage de la mort de son frère est immortalisé dans le livre Terre des Hommes. Et vous verrez le dialogue, c'est assez impressionnant. Son frère lui dit « Ne sois pas triste, je ne vais pas mourir. » C'est pour ça qu'à la fin du Petit Prince, il reprend la même idée. « Tu croiras que je suis mort, mais ça ne sera pas vrai. » C'est marqué à la fin du livre. Hein? « Tu comprends, ce corps, il est trop lourd. Je ne peux pas l'amener là-haut. Ce sera sur terre comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas vilain, les vieilles écorces. C'est nous, ça. En nous, il y a un petit enfant qu'on appelle une âme immortelle qui, lorsque l'enfant, la personne décède, le corps s'abandonne à la terre, s'échappe de nous, une dimension plus volatile, l'âme. Je sais que c'est un concept difficile, on ne va pas le définir philosophiquement, d'accord? On va rester sur le Petit Prince. Et vous verrez que le Petit Prince est défini avec les termes d'une âme immortelle. Dans le livre. Vous verrez. Donc, une fois que notre ami Saint-Ex, en 1917, éprouve la mort de son frère, il avance dans sa vie, mais entre-temps, quand il a 12 ans, il fait le premier pied de nez de désobéissance à sa mère. Il joue avec son oncle et dit « Tu sais, maman, elle m'a autorisé pour que tu me fasses le baptême de l'air. Donc tu vas m'amener sur l'aérodrome et on va aller dans l'avion. » En 1912, hein, à prendre un avion en 1912, vous ne savez jamais comment vous allez y revenir. Hein. D'accord ? Et il a son premier baptême de l'air en 1912. Sans son oncle, il monte dans l'avion, il est un pilote, et quand il revient à la maison, la maman est détruite. Nous sommes en 1912, il a 12 ans. Donc le caractère est déjà trempé. C'est pas un personnage très fort, enfin, il est fort mentalement, intellectuellement, mais il n'étudie pas trop, il est un peu feignant. C'est pour ça que vous avez le passage du paresseux avec les baobabs. Il y a 2 lectures avec le paresseux. D'accord ? Et en fait, il continue ses études, mais en 1919, il a 19 ans, il échoue à l'école navale. Et ensuite, il va faire les Beaux-Arts à Paris, et quand il fait les Beaux-Arts à Paris, il rencontre un personnage qui s'appelle Bernard Lamotte, qui est un grand artiste de son époque, qui a son âge, d'accord, et qu'il retrouvera en Amérique. Parce qu'à un moment donné, Bernard Lamotte va aller en Amérique, et vous verrez tout à l'heure pourquoi il le retrouve en Amérique. D'accord ? Et donc, il fait les Beaux-Arts, mais ce n'est pas non plus la chose la plus importante pour lui. Puis, petit à petit, il s'engage dans l'armée, il s'aperçoit que l'armée, c'est quelque chose qui lui convient, etc. Mais entre-temps, il tombe amoureux,
Et nous sommes en 1922, il a 22 ans. Et dans l'armée, il a envie d'avion. Et sa belle famille lui dit, si vous êtes aviateur, vous n'épouserez pas Louise de Villemorin. Refusé. Il adore Louise de Villemorin, il se sacrifie. C'est un faux sacrifice. Donc, il redevient un terrien. Il fait des emplois de bureaucrate et il devient même vendeur de camions. Il n'en vend pas un. C'est un échec total. C'est une déroute de l'âme. Intérieurement, il est complètement perdu et il va donc renoncer à son amour pour retrouver sa liberté en tant qu'aviateur. Et là commence le périple de Saint-Exupéry. Et ensuite, en 1927-1928, il va recevoir son brevet de pilote et il va être envoyé à Cap Juby, en Mauritanie, pour être donc le gardien d'une escale, mais en même temps, il va jouer le rôle d'ambassadeur des morts. Les morts, MAU. Hein. OK ? Puisqu'à l'époque, la rançon existait. Tout aviateur qui tombait dans le désert, capturé, hop, rançon, et il fallait payer. Et lui avait une telle nature que les morts l'appelaient le prince des sables. Et c'est Didier Dora, qui est donc à l'époque responsable de l'aéropostale, qui décèle en Saint-Exupéry des talents de diplomate et des talents d'ambassadeur, qui dit « c'est vous qui irez à Cap Juby ». Et Didier Dora dit dans ses mémoires, c'est à Cap Juby qu'il a appris ses talents de relations humaines. Mais c'est aussi à Cap Juby qu'il a rencontré son dialogue avec le désert et son dialogue avec la solitude. Et à Cap Juby, il va écrire un livre qui s'appelle, je regarde le temps quand même, Courrier Sud. Courrier Sud, c'est extraordinaire, il l'écrit à 27 ans. Dans Courrier Sud, vous avez un passage, je ne vais pas vous le citer maintenant, mais c'est un passage magnifique. Je vous cite simplement le début. Hein. Je suis la source de toute vie, et qui rentre en vous, qui vous anime et qui se retire. Je suis la malle qui rentre en vous, qui vous déchire et qui se retire. Je suis l'amour qui entre en vous et qui dure pour l'éternité. Et vous venez m'opposer Marcion et le 4e évangile. Et vous venez me parler d'interpolation. Et vous venez dresser contre moi votre misérable logique humaine quand je suis celui qui est au-delà. Ô prisonniers, comprenez-moi. Je vous délivre de votre science, de vos formules, de ce déterminisme plus dur que l'esclavage. Je suis le défaut dans l'armure, je suis l'erreur dans le calcul, je suis la lucarne dans la prison, je suis la vie. Voilà. Avec une ou deux erreurs, mais c'est à peu près ça. OK ? Saint-Exupéry est un philosophe de la vie. Le Petit Prince est un enfant de la vie. Et personne ne peut savoir ce qu'est la vie. Surtout pas les scientifiques. Personne. Personne sur Terre peut dire qu'est-ce que la vie. On est cheminé à aller à sa rencontre. Elle passe en nous et à travers nous. Mais on ne peut pas la mettre dans une feuille de calcul. On ne peut pas la mettre dans 2 colonnes débit et crédit. On ne peut la mettre que si on est capable de vivre le fait de pouvoir se faire transpercer par elle et pouvoir émerger à l'intuition humaine. C'est ça la vie. Et le Petit Prince, c'est un hommage à l'intuition. Parce qu'encore une fois, ce livre, il n'a pas voulu l'écrire. Et comme il n'a pas voulu l'écrire, et il y a dedans des vérités éternelles qu'il n'a pas choisies, qui sont passées en lui et à travers lui, mais qui ne sont pas forcément de lui. La preuve en est, c'est que le Petit Prince, il ne sait même pas ce que ça va devenir. Puisque le Petit Prince est écrit le 6 avril 1943.
et il part des États-Unis le 13 avril 1943. Il n'a même pas un seul exemplaire du Petit Prince. Il sait simplement que l'édition anglaise et française vient d'être éditée aux États-Unis. Simplement ça. Et donc, quand il arrive et qu'il veut reprendre du combat, parce qu'il dit « Qui suis-je si je ne participe pas ?» Ici, il y a peut-être des jeunes. Je vous recommande de méditer cette phrase. « Qui suis-je si je ne participe pas ?» Un être humain, il est fait pour s'engager dans la vie. Il n'est pas fait pour la commenter. Et c'est tout le message de la vie de Saint-Exupéry. C'est un homme d'engagement. Et donc, quand il va donc écrire ce Petit Prince, il va avoir toute cette capacité d'être transporté par la vie. Et il va capter des choses qui le dépassent. Donc nous sommes là, je reviens à sa vie maintenant, hein, nous sommes en 1927-1928 à Cap-Juby et il a rencontré le désert, c'est des choses qui... Et le Petit Prince naît en lui, le travail. Puis petit à petit, il commence à se distinguer de lui, le Petit Prince. Il commence à le dessiner sur ses cahiers, il commence à le dessiner sur les nappes, etc. 1931, c'est la grande période. Il écrit Vol de nuit. Vol de nuit, le prix Femina. Il rencontre Consuelo. Il continue. 1935, grand accident d'avion lors du concours Paris-Saigon. C'est pour ça que le livre dit « Il y a 6 ans, j'ai fait une panne dans le désert, mon avion s'est cassé ». C'est-à-dire qu'il relate cet accident. Puisque tout le Petit Prince, ce n'est que la biographie de Saint-Exupéry. C'est sa vie, en fait. C'est toute sa vie. Et nous sommes donc en 1935, il continue 1939, Terre des Hommes, premier prix de l'Académie française, en tant que roman. Il continue sa vie, démarrage de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'engage à Arras. Il devient éclaireur. Il rencontre Ochédé et tout le groupe 233. Avec tout le groupe 233, il crée la fraternité de guerre, la fraternité de combat, les gens qui participent des mêmes défis. Et il disait, qui suis-je si moi aussi, aujourd'hui, je n'ai pas risqué ma mort pour partager le repas avec mes amis? C'était une table de fraternité, de réelle union, et pas de mollesse. Et ensuite, il continue encore sa vie. Il s'aperçoit que l'Amérique ne s'engage pas. Donc il décide en 1940-41 de partir aux États-Unis et de jouer le rôle d'ambassadeur et de réveilleur pour que les États-Unis s'engagent dans le conflit européen. Il fait des conférences, multiples de choses, et il écrit surtout pilote de guerre. Et il l'écrit en Amérique. En écrivant pilote de guerre en Amérique, il réveille les Américains. Et on considère que pilote de guerre est la meilleure réponse au nazisme. Le livre est interdit en Europe. Il passe sous les manteaux, parce qu'il traite d'Hitler d'idiot et de fou. En France, si on veut écrire le livre, si on veut éditer le livre, il faut retirer les deux expressions. Aux États-Unis, ça devient un best-seller. Puis, aux États-Unis, tous les combattants de salon, gaullistes, considèrent que Saint-Exupéry est un traître, parce qu'il ne s'engage pas pour De Gaulle, ni pour Pétain. Puisqu'il parle, c'est la discussion que j'avais avec Reza juste avant, il parle de l'homme à un plus haut niveau. Il voit la division que va générer De Gaulle et il voit la division que génère Pétain. Et il dit, l'un et l'autre ne parlent pas de l'unité de l'homme. Et donc, comme il ne s'engage pas pour De Gaulle, on le considère comme traître. Et là, c'est très important.
Nous sommes en 1942 et être considéré comme traître par ses contemporains le plonge dans une dépression phénoménale. Il est au bout du gouffre, au bord du gouffre. Hélas, les éditeurs qui, eux, sont reconnaissants du succès de Pilote de guerre, invitent Saint-Exupéry à manger, à déjeuner. Nous sommes en juillet 1942 à New York. Le repas se fait entre les époux Raynal, qui sont ses éditeurs, et il dessine un petit personnage sur une table. Il n'est pas encore né, le Petit Prince. Il dessine un petit personnage. Et là, Madame Raynal dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas un conte pour Noël avec ce personnage comme personnage principal ?» Et lui, il répond de suite « Non, mon livre sera Citadelle ». Il écrit Citadelle depuis 1936. Citadelle, c'est une revisite de la République de Platon appliquée pour le XXIe siècle. Et il écrit donc Citadelle et il ne veut pas changer. Un mystère se passe. L'époux va aux toilettes, ça c'est peut-être le mythe. Entre le temps que l'époux va aux toilettes et que madame discute en tête-à-tête avec Syntex, quand l'époux revient, il a dit oui. C'est une histoire vraie, par contre. Ça. Et c'est ainsi qu'est né Le Petit Prince, en 1942, dans une décision qui va au-delà de lui. Et à partir du moment où, en fait, il décide de dire oui, il va honorer ce oui. On a un ami commun en philosophie qui s'appelle Denis Marquet, et ce philosophe exprime parfaitement la philosophie du oui, qui s'appelle la philosophie de l'engagement. Oui, j'ai dit oui, et à partir du moment où j'ai dit oui, j'honore. Donc il va mettre tout en œuvre pour réaliser Le Petit Prince. Il s'isole, il part avec Consuelo, il loue un manoir. Le manoir, au départ, s'appelle la Maison du Petit Prince, puis après, s'appellera la Maison du Bonheur. Là, il y reçoit tout le monde. Il écrit le texte, est terminé en octobre 1942. Il a demandé les illustrations à son ami Bernard Lamotte, qui vivait aux États-Unis. Les illustrations lui arrivent. Il ne les trouve pas assez naïves. Il ne les trouve pas assez perfectionnées. Il interroge ses amis, et ses amis lui disent « Mais c'est toi qui dois les faire ». Et c'est à ce moment-là qu'il reprend son crayon, et qu'il prend ses crayons et qu'il redécide. Et c'est pour ça que c'est dans le texte. Et donc, une fois qu'il a fait ceci, les illustrations sont faites. Une fois qu'elles sont faites, le traducteur tombe malade. Nous sommes en janvier, il devait sortir pour décembre, et ça sortira en avril. Mais lui, entre-temps, sent l'appel du combat. Il a 44 ans, 43 ans. Normalement, plus personne ne vole. Ils sont tous morts, ceux de l'aéropostale. Plus personne n'est vivant. C'est le seul rescapé. Il a eu 5 accidents d'avion. Il est brisé de tous les côtés. Tous les côtés. Brisé. Et il redemande de partir au combat. Donc vous voyez que c'est un homme engagé politiquement, mais qui sait la valeur de l'essentiel dans Le Petit Prince. Pourtant, il était totalement engagé. Donc il repart, et là il va en Algérie. Et il rejoint le groupe 233. Puis il va en Sardaigne, et en Sardaigne, le 31 juillet 1944, il prend l'avion et il ne revient jamais. Mais entre-temps, il ne sait rien du Petit Prince. Il ne sait pas ce qu'est devenu le Petit Prince, puisqu'il l'a laissé sur le tarmac le 13 avril 1943 aux États-Unis. Il n'est pas traduit en France. Il ne sera traduit en France qu'en 1946. Donc, le Petit Prince, c'est le seul et unique enfant de Saint-Exupéry. Le père, on le connaît, la mère, c'est une muse. C'est une magie philosophique.
guidé par la providence. Le livre ne l'appartient pas. Au fil des ans, l'enfant masque le père. Et ce que l'on retient de Saint-Exupéry, c'est Le Petit Prince, mais on ne connaît rien de sa pensée. Pourtant, je vous recommande de lire profondément Terre des Hommes, de lire profondément Vol de nuit et de lire profondément Pilote de guerre. Toutes les réponses à nos problèmes actuels sont écrites. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'est pas écrite. Si vous voulez encore définir Saint-Exupéry, c'est ce qu'on appelle un philosophe idéaliste. Un réel philosophe idéaliste avec une vision de civilisation pour l'homme. Totalement décrite dans Pilote de guerre. Voilà, le Petit Prince s'est envolé, il est sorti de son inconscient, il a pris vie, et maintenant il va faire sa vie. L'enfant est devenu mature, il va grandir, et aujourd'hui le Petit Prince, c'est plus de 300 millions d'exemplaires, plus de 350 langues et dialectes dans lesquels il est traduit, deuxième livre au monde lu après la Bible. Donc si on ne me dit pas que c'est un livre archétypal, universel et qui touche tout le genre humain, je ne sais plus quoi faire. C'est ça notre destin d'homme. C'est pas savoir si on est d'accord avec la guerre en Ukraine ou pas. C'est pas savoir si le Covid c'est bien ou pas bien. C'est important et pas important. Ce qui est important, c'est la survie spirituelle de l'homme. C'est ça notre vrai combat. Ce qui est important, c'est la dimension universelle qui est en nous. Cet homme qui voit au-delà des cultures, au-delà des frontières, et qui a compris qu'il y avait quelqu'un de totalement accompli, l'homme pentacle. L'étoile à 5 branches de Léonard de Vinci, l'homme accompli. Et c'est pour ça que le Petit Prince a ses épaulettes 2 étoiles à 5 branches. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10. C'est 2 étoiles à 5 branches. Et que la dernière étoile du livre, c'est pour ça que je vous dis, la conférence, je ne sais pas si elle suit le plan, c'est pas grave. Hein. D'accord ? Vous reviendrez demain ce sera carré. Donc, qu'est-ce que c'est la dernière page du livre ? Une étoile. Le Petit Prince a disparu. Ici, pardon, je vais tout sortir. Voilà. OK ? Ici, il est tout en or. Il est immortel. C'est ce que les Grecs appellent l'Aphrodite d'or. Pourquoi ? Parce qu'il est porté par l'étoile, la destinée de l'homme. Et ici, il n'y a même plus besoin de lui. L'homme est une étoile, un être qui doit suivre une étoile. Seul est vivant celui qui a compris où était son étoile, dans quel accomplissement il devait se faire. Et c'est ça qu'il faut faire et nous réveiller. Parce que c'est ça qui est urgent aujourd'hui. Tout à l'heure, dans la présentation d'Uriel, il y a eu le mot culture. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dans les élections françaises, en 2022, aucun homme politique, je dis bien aucun, mais totalement aucun, n'a prononcé le mot culture. C'est une honte, une totale honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est réduit au pilote, il est réduit au pouvoir d'achat, il est réduit à tout le basique de la vie. Et on ne l'enflamme plus, on ne lui donne plus de hauteur. Si Saint-Ex aujourd'hui vivait, il serait fou. Et pour savoir encore mieux la pensée de Saint-Ex, et après je rentre dans le livre, parce que je ne suis pas encore rentré. Non mais ne vous inquiétez pas, je finirai à l'heure. Pour bien comprendre la pensée de Saint-Ex, vous avez une lettre que je vous recommande tous de lire,
qui s'appelle la lettre au général X. J'en parlerai demain. C'est un testament de vision pour l'homme d'aujourd'hui, écrit en 1943 à Oujad, en Algérie, quand il est arrivé et qu'il est revenu des États-Unis. Et dans cette lettre, il dit « Si je reviens vivant de ce job nécessaire et ingrat, ô mon commandant, il ne me restera plus qu'une chose à dire. Que faut-il dire aux hommes? De quoi ont-ils besoin ?» Il a une autre phrase qui est magnifique, je ne me rappelle plus par cœur. Enfin, toute la lettre est magnifique. Cette lettre, pour le savoir, on la considère comme étant la lettre testamentaire de Saint-Exupéry, parce qu'elle a été écrite en août 1943, mais déposée et révélée au public le 30 juillet 1944 sur le bureau du commandant. La veille de son dernier vol. Il ne savait pas qu'il n'allait pas revenir. Et cette lettre, il lui a déposée sur son bureau. Il faut la lire, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de vision. Et le 31 juillet 1944, tout le staff militaire dit Syntex, il faut qu'il arrête de voler, il va se tuer. Parce qu'il n'était pas fait pour les nouveaux avions, etc. Les techniques devaient être trop folles, puis il avait été blessé de partout. Ça devait être trop dur. Et c'était le seul à piloter à cet âge-là. Mais personne n'osait lui dire. Personne n'osait lui dire. On ne savait pas comment lui dire. Et la veille de son départ, le commandant a eu un trait de génie. Il dit « Je sais comment je vais faire pour qu'il reste sur Terre. Je lui dirai à l'issue de son dernier vol. » Et ce qui devait lui être dit, c'était le mettre dans le secret du débarquement de juin 1944. Et toutes les personnes qui étaient dans le secret du débarquement étaient interdites d'aller au front, interdites de voler, interdites de s'exposer. Et il n'a même pas été mis dans le secret, parce qu'il n'est pas revenu le lendemain. Donc vous voyez bien que la vie de Syntex est particulière, et que le personnage, le Petit Prince, est particulier. Et pour revenir, et pour retomber sur mes pattes, aujourd'hui, le Petit Prince a réellement une aura universelle et pas internationale. Le Petit Prince n'est pas international. Le Petit Prince est universel. C'est totalement différent. Le Petit Prince n'est pas mondialiste. Le Petit Prince est universel. C'est la quête de l'étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches n'est pas propre à Saint-Exupéry ni à Léonard de Vinci. Cette étoile à 5 branches, on la retrouve déjà sur les plafonds égyptiens. Puisque dans les plafonds égyptiens, pendant près de 3000 ans, tous les plafonds sont faits de la même façon, avec une étoile à 5 branches au plafond, l'homme pentacle. La nécessité de la réalisation humaine. Je sais que c'est très beau de le dire comme ça, c'est beaucoup plus difficile de l'accomplir. C'est un travail totalement différent, la réalisation humaine et son accomplissement. Ça veut dire marier tout ce qui est contraire en nous, savoir faire l'unité dans tout ce qui est opposé en nous. Et il y a 2 personnages opposés en nous, le pilote perdu dans le désert et le Petit Prince qui vient lui parler. Pour terminer l'introduction, je peux parler, vous avez compris, toute la nuit, hein, sans problème, mais sans problème. Donc, quand il écrit ce Petit Prince, il est porté par cette vision. Il est porté par tout ça. Et ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque démarre le Petit Prince, Syntex va nous dire une chose. Si vous voulez me lire, et si vous voulez lire le livre, il vous faut abandonner la raison pour me lire avec l'intuition. Les 4 premiers, là je rentre dans le livre par contre, les 4 premiers chapitres du Petit Prince, vous êtes sur un ring de boxe.
vous en prenez plein la figure et vous vous dites, sincèrement, la plupart d'entre nous, quand on le lit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il nous raconte avec son serpent boa qui mange des éléphants ? Qu'est-ce qu'il nous fout avec s'il vous plaît, dessinez un mouton ? Pourquoi dans cette caisse, il n'y a pas de mouton ? Qu'est-ce que c'est ? On ne comprend rien. Je vais vous faire une confidence. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu Le Petit Prince. Donc, il y a bien... non, je peux dire 43 ans, mine de rien. Donc, j'ai lu Le Petit Prince. Je me suis dit, mais c'est quoi ce texte à la con ? Jean-François Revel dit une phrase magnifique, hein, qui est le père de Mathieu Ricard, vous connaissez, hein ? Magnifique, non, hein. Et voilà Jean-François Revel, qui était un homme de la pensée pure, un intellect pur. Voilà ce qu'il dit du Petit Prince. Un crétinisme sous cockpit qui prend des allures de sagesse. Mais sachez aussi que lorsqu'il est sorti le 6 avril 1943, le plus grand chroniqueur du New York Times écrit « Le Petit Prince est une fable passionnante pour les grandes personnes ». Donc, il y a deux façons de le lire. Par l'intellect, et là, on ne suit pas. Et il y a deux possibilités de continuer la lecture par convention. Il faut l'avoir lu, ça fait toujours bien. Alors, moi, je l'ai lu. D'accord ? Et par l'autre étape, se dire intuitivement, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Et je vais vous faire une deuxième confidence. Quelques années plus tard, 25 ans, j'avais à l'époque rencontré l'association Nouvelle Acropole en philo. Et le fondateur de cette association s'appelle Georges Livraga, il est décédé depuis. Et un jour, on me dit, il adore Le Petit Prince. Ouh, là, je me suis dit, ouh, j'ai raté quelque chose. J'ai vraiment raté quelque chose. Et j'ai relu Le Petit Prince. Et là, j'ai perçu, du moins j'espère, toute la profondeur du message. Et donc, voilà pour comment il fait dans les 4 premiers chapitres du livre. Les 4 premiers chapitres du livre, on est sur un ring de boxe. Je vais vous lire simplement un petit passage pour vous dire, et vous allez tous vous reconnaître. Nous tous. Attendez, hop, je ne sortais pas parce que j'ai deux trucs là. Ça, c'est le test que faisait faire Saint-Exupéry quand il rencontrait une grande personne. C'est le test. Voilà. Il mettait ça devant quelqu'un et lui dit « Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ça te fait peur ?» Et la plupart des grandes personnes disaient « Ben non, un chapeau, ça ne fait pas peur. » Donc, pour expliquer aux gens ce qui était là-dedans, il a fait la radiographie. C'est le 2e dessin du livre. Pour expliquer aux grandes personnes stupides que nous sommes devenus, qu'on est incapable de voir que dedans, il y a un éléphant. Parce qu'on est devenus des gens raisonnables, très raisonnables. Le feu de la vie ne nous envahit plus. On est totalement raisonnable. Et donc, voilà ce que disait Saint-Exupéry dans son livre. Quand je rencontrais une grande personne qui me paraissait un peu lucide, vous voyez, qui a un peu la tête sur les épaules, enfin voilà, à peu près normal, quoi. Il n'était pas déjanté, quoi. D'accord ? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourrait rencontrer beaucoup. Je faisais l'expérience, sur elle, de mon dessin numéro 1. Ceci. C'est marqué dans le texte, hein. Je n'invente rien. Ok ? On vous a rappelé, hein, n'est-ce pas ? Donc, je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, de suite, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable que moi. Tout est dit. Tout est dit. Quelle grande personne on veut être ? Laquelle on veut être ? Il est évident que pour faire naître celle qui est capable de vivre avec intuition, il faut aller vivre l'aventure et les défis. C'est impossible d'être un homme intuitif, bien bourgeois,
dans son fauteuil. C'est pas possible. Il faut vivre la vie à pleines dents et l'avaler. Sinon, il ne se passe rien en nous. On n'expérimente rien. On ne va rien chercher. Et regardez ensuite, j'ai ainsi vécu seul sans personne. Donc Saint-Exupéry nous parle, parce que c'est Saint-Exupéry qui parle de lui là. Avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, et là c'est 1935, le 31 décembre 1935, il y a 6 ans. Il faut savoir que le livre, il l'écrit en 1942. Donc il nous dit bien quand est-ce qu'a eu lieu la rencontre avec le Petit Prince. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, ça c'est magnifique, quelque chose s'était cassé dans mon moteur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je n'arrivais plus à comprendre le sens. Qui suis-je? Où vais-je? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais là? C'était cassé. Ma vie profane était cassée. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, et là il ment. Parce qu'en 1935, quand l'accident se fait, il est accompagné de son mécanicien Prévost. Donc ils sont en fait 2. Mais dans le livre, il dit qu'il n'y en a qu'un, lui. Pourquoi? Vous allez voir plus tard. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Et là, il va entendre. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé, elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Et il vient d'entendre le Petit Prince à l'intérieur de lui, alors que Prévost, qui est dans la même circonstance que lui, ne l'entend pas. Un entend la voix intérieure, l'autre ne l'entend pas. Cette voix intérieure, au niveau philosophique, elle a un nom, le daimon socratique. Celui, la sorte de Jiminy Cricket, celui qui vous parle à l'intérieur de vous. D'accord ? Voilà. J'avance parce que c'est l'heure. Quelle heure il est ? 20h44. J'ai jusqu'à quelle heure ? 20h15 ? 21h15, ça va ? Ok. Donc, l'important, c'est que vous saisissiez la profondeur du texte, que ce n'est pas un texte qui est écrit comme ça. Il y a des perles, ça pourrait être traduit, c'est énorme tout ce qu'il y a dedans. D'accord ? Donc, voilà, le Petit Prince est né d'une lente et progressive évolution dans la vie de Saint-Exupéry. C'est 43 lacets qui un jour vont faire naître le Petit Prince à l'âge de 43 ans. Et si vous en doutez, vous vous reportez lorsque le Petit Prince décrit sa planète, il dit « Sur ma planète, je pouvais voir jusqu'à 43 couchers de soleil par jour. » Donc il nous dit bien, puisque le retour d'un soleil, vous savez, c'est un anniversaire. Donc il nous dit bien à quel âge il l'écrit. Ok pour les 4 premiers chapitres. Dans les 4 premiers chapitres, vous avez un personnage qui arrive, c'est le Petit Prince, c'est lui. Regardez comment il arrive. En roi. Il arrive en roi, puis après il se change en voyageur. Vous ne le verrez plus jamais en roi. Hein. On le voit en roi à la première apparition du Petit Prince qui parle au pilote. S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Il lui parle en roi. Et en roi, il va avoir un système d'autorité. Et à la fin du livre, le Petit Prince change d'habit et il est un habit immortel. Il change 3 fois d'habit. Il arrive en roi et il finit en immortel.
Donc le parcours du Petit Prince, c'est le parcours du héros pour aujourd'hui. C'est plus Hercule, c'est plus Achille qui peut jouer ce rôle-là. C'est l'âme pure qui est en nous qu'il faut retrouver. Parce qu'on est bien sali, hein. Mais vraiment bien sali, quoi. Et pour ça, il faut accepter sa vulnérabilité. Mais il faut aussi accepter son autorité, son pouvoir, sa royauté, son affirmation. Le Petit Prince ne renonce jamais à rien. Je dis bien jamais à rien. Sur quoi? Sur l'essentiel. Jamais, jamais il renonce. À tel point qu'à un moment donné, il met le pilote dans une colère de fou. Mais je ne vais pas le dire parce que sinon ce serait trop long à expliquer. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites naître l'enfant intérieur en vous, en nous, c'est un homme qui ne renonce jamais à rien sur l'essentiel et non sur le circonstanciel. Donc une fois que le Petit Prince est apparu, vous allez voir après un témoignage de Saint-Ex qui est magnifique, vous comprenez que le pilote et le Petit Prince, c'est un dialogue. C'est un dialogue d'amis entre l'homme attaché à la matière et l'homme qui cherche ses aspirations. Celui qui joue le rôle de la jonction entre ces deux mondes, c'est le renard. Le renard éduque le Petit Prince. Il joue un rôle de maître pour le Petit Prince. Et il lui enseigne la loi des hommes et la loi de la vie, mais aussi il l'éduque à la capacité de voir au-delà du visible. Ça marche? Regardez bien, nous sommes toujours qu'au début du livre. Une fois qu'il dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », Saint-Exupéry s'exécute. Le pilote, s'exécute. Mais avant de faire l'exécution de l'injonction, le pilote veut tester le Petit Prince. Et donc, il lui montre ce dessin, c'est dans le livre, hein. Il lui montre ce dessin. À votre avis, quelle est la réponse du Petit Prince? Ce n'est pas un éléphant dans un boa que je veux, c'est un mouton. Lui, il voit le Petit Prince. Il voit ce que les grandes personnes ne voient plus. Il voit le mystère de l'homme. Il voit ce qui est caché en nous. Notre force potentielle, notre puissance et notre vrai pouvoir. Il le voit. Il n'est pas pris par ça, le Petit Prince. Et donc, le pilote s'aperçoit que le Petit Prince, il a lu le dessin que Saint-Exupéry avait fait quand il avait 6 ans. Et à ce moment-là, le pilote reprend ses crayons. Il a 42 ans à ce moment-là. Et il lui fait les moutons. Mais le Petit Prince n'est jamais content du mouton. Il en fait 3. Je n'explique pas pourquoi il en fait 3, ni pourquoi le choix du mouton. C'est très chrétien. C'est les 3 vertus théologales chrétiennes. C'est un choix délibéré. Hein. Et il en fait 3. Mais il y en a un, celui-là il est trop jeune. Ah, celui-là, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Puis celui-là, il est trop vieux. Alors le pilote est excédé et il lui fait une cage avec 3 trous. Et je lui dis, tiens, voilà ton mouton. Ah, c'est celui-là que je voulais. C'est-à-dire qu'il voit dans l'invisible. Mais regardez bien ce que dit Saint-Ex en témoignage de vérité. On retrouve la phrase exacte. Voilà. Je me tromperai enfin sur certains détails peu importants, mais ça, il faudra me le pardonner. C'est quand il dessine le Petit Prince, quand il le dessine ici, Saint-Exupéry, quand il dessine le Petit Prince, il s'excuse parce que tout ce qu'il a vu du Petit Prince, il n'arrive pas à le traduire qu'avec ça.
Donc il s'excuse. Mon ami ne donnait jamais d'explication, c'est-à-dire le petit prince, il ne lui donnait jamais d'explication de qui il était vraiment, comment il venait le tutoyer intérieurement. Il me croyait peut-être semblable à lui, mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes, j'ai dû vieillir. C'est magnifique. C'est un aveu extraordinaire. Et nous, il ne faut pas qu'on vieillisse. Il faut qu'on garde l'âme jeune. Pour ceux qui connaissent, je vous renvoie à un texte de Samuel Ullmann qui s'appelle « Être jeune », que Marc Arthur a repris en 1945. Être jeune. La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un effet de la volonté, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux parce qu'on a vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les doutes, les craintes, les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font chuter vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille, il demande comme l'enfant insatiable. Et après, il trouve de la joie au jeu de la vie. Je pourrais continuer, mais pas l'objectif. C'est ça, notre vie à nous. Être joyeux, heureux, même pas heureux, joyeux. Garder l'âme jeune. C'est pour ça qu'on est tous d'un pays qui s'appelle le pays de l'enfance. C'est pas l'âme juvénile. C'est pas l'âme faussement naïve qui fuit la responsabilité. Bien au contraire, c'est l'âme qui est capable d'affronter toute l'existence en gardant une vision d'enthousiasme inaltérable. Jamais déçu, jamais indifférent, jamais en déception, toujours heureux. Ça s'appelle avoir une vision de l'homme et une vision de sa nature. J'avance. Je vais quand même vous faire une approche philosophique, un nectar. Un nectar. Une fois qu'on avance dans le conte, le petit prince et le pilote dialoguent, comme un dialogue philosophique. Ils échangent. C'est un dialogue philosophique de l'un et l'autre. Mais il y en a un qui lâche jamais sa position, c'est le petit prince. Et le pilote, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est réparer son avion. Une clé. Quand vous êtes en panne dans le désert, quand nous sommes en panne dans le désert, c'est pas prendre des vacances à Honolulu et de se mettre en position éventail à Tahiti que ça va résorber le problème et résoudre le problème. C'est en allant chercher ce qui est essentiel en nous. C'est en ayant donc la force d'aller chercher le véritable en nous. Et c'est ça une vie philosophique réussie. Et c'est ça une vie philosophique engagée. Sinon, eh bien, on va devenir des gens de confort et on croit que pour résoudre nos problèmes circonstanciels, il nous faut des moyens. Le pilote enseigne une chose, c'est que pour s'en sortir, il lui faut des moyens. Le petit prince enseigne une chose, il dit, pour t'en sortir, il te faut des finalités. Les moyens, le pilote, c'est quoi? Le marteau, lui qui veut chercher la pièce qu'il faut qu'il redresse, etc. Et l'autre qui vient lui dire « les roses, pourquoi ça a des épines ?» Et l'autre « pourquoi ça a des épines ?» Il n'en peut plus, quoi. « Les épines, c'est fait pour faire peur. Hein ?» Et ça le met en colère énorme. Mais tu confonds tout, tu mélanges tout. Tu es devenu comme les grandes personnes. Tu ne t'intéresses pas à ce qui est essentiel. Pourquoi les roses ont des épines? Les fleurs ont des épines, parce qu'on est encore avec les fleurs. Nous, on dit souvent, quand on a un problème circonstanciel, « Ah,
Mon engagement un tel, bon, ça passera après, tu comprends, moi j'ai mes impôts, j'ai le truc, puis là aujourd'hui j'ai le pneu qui a crevé, et puis bon, j'ai eu un pet dans le pare-brise, alors tu comprends, je ne peux pas venir parce que c'est... Voilà. Oh, ben c'est raté, quoi. Il faut être clair, hein, c'est raté. Pour l'instant, c'est raté, quoi. Totalement raté. On va réessayer pour la fois prochaine. Oui. Donc, le Petit Prince, il a des finalités. Faire prédominer les valeurs spirituelles sur la vie de la matière. Et c'est l'intérêt humain. Le seul intérêt humain, c'est ça. À quoi ça sert de vivre sinon? À rien. Je vous dis bien, à rien. Si l'homme n'a pas le souci d'évoluer, autant qu'il en finisse, hein, ça ne sert à rien. Mais à rien. Ce n'est pas un vide qu'il rencontre, c'est un néant. Pareil. Hein. Donc, une fois que le Petit Prince va pouvoir parler aux pilotes, ils vont faire la description de la planète où vit le Petit Prince. Ils échangent. Et le Petit Prince lui raconte qu'est-ce qu'il y a sur sa planète. Et là, c'est le passage magnifique des baobabs et des fleurs. Vous en souvenez tous de ça? Dites oui. Non. Donc, qu'est-ce que c'est que les baobabs et qu'est-ce que sont les fleurs? Au départ, ce sont deux graines et on les confond l'une et l'autre. Mais si on n'est pas attentif, très vite, la fleur va être étouffée par le baobab. Et alors, la planète risque d'exploser. Et pour ne pas être envahi par la planète, par tous les baobabs, il faut faire deux toilettes qui sont dans le livre. C'est-à-dire, c'est l'ascèse philosophique de la discipline de soi pour le travail sur soi. La toilette du matin qu'il faut faire tous les jours et la toilette de la planète qu'il faut faire tous les jours. Je vais vous lire le passage. Mais c'est purement stoïcien, ça. Je vais aussi vous lire un autre passage avant ça. Il faut que vous compreniez que Syntex se baladait avec une mallette, non pas avec les codes de la bombe atomique, mais une autre bombe atomique, qui était dans sa mallette. Regardez bien ce qu'il écrit dans Écrits de guerre. « Je voyage toujours avec un certain nombre de livres dont j'hésite à donner les titres, car avouez que les œuvres de Pascal, Descartes et de philosophes, mathématiciens et biologistes contemporains vous suivent partout peut sembler prétentieux, prévu pour faire de l'effet. » Il avait en continuité et en permanence cette mallette avec lui, dans lequel il y avait Bergson, dans lequel il y avait Teilhard de Chardin, dans lequel il y avait les Contes d'Andersen, et ils étaient travaillés. La République de Platon, travaillés sans cesse. Donc, avec le passage des baobabs, il nous explique, attention, si les baobabs se confondent avec les fleurs, c'est que vous ne savez pas différencier les qualités et les défauts qui nous envahissent par rapport à notre propre conscience. Et alors, je vais vous lire le passage. Ça va, vous tenez le coup? Allez, 10 minutes. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Bon. Or, il y a des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Un défaut, si on s'y prend trop tard, c'est fini. Hein. Et alors, je ne vous dis pas un vice. Bienvenue au club du nettoyage. Hein. Tous les jours, il faut nettoyer. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une impureté qui tombe sur nous. Parce qu'on est vivant. Et comme on est vivant, on se confronte. Et comme on se confronte, on se salit. Et donc, il faut purifier. « '
Il encombre donc, or, un baobab, si on s'y prend trop tard, on ne peut plus jamais s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Si les défauts nous envahissent, poum, on est paralysé. Le Petit Prince est aussi une forme d'image du Saint-Georges qui terrasse le dragon. Hein. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire rentrer ça dans la tête des enfants. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 baobabs. Tout est dit. Rappelez-vous que la paresse est un des 7 péchés capitaux. Sommes-nous vraiment travailleurs? Non, on est tous hyper paresseux. Soyons honnêtes, très paresseux. Travailleur ne veut pas dire acharné, veut dire observateur de soi, en permanence. Et ne jamais se contenter d'un acquis. On n'a pas le droit de se contenter d'un acquis. Sinon, comment voulez-vous qu'on vive la perfection? Pas le perfectionnisme, la perfection. Le chemin vers la perfection, c'est-à-dire le chemin vers l'accomplissement. Et il ajoute, regardez bien, c'est une leçon de philosophie, hein. Une leçon de philosophie, c'est le stoïcisme, c'est l'ascèse philosophique, la discipline de vie, la rectitude morale, tout. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, j'ai fait exception à ma réserve. Enfants, faites attention aux baobabs. Donc il dit quoi? Le travail, il faut le commencer dès le plus jeune âge. Il ne faut pas attendre tel âge. Dès le plus jeune âge, il faut faire le travail du baobab. Qui, chez un enfant, dit « range un peu ta chambre, remets de l'ordre ». Enfin bref, quoi. Après on pourrait développer. Hein, mais, voilà. C'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôlait depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. C'est le dessin qu'il a le plus travaillé, Saint-Ex. Je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Si ça, ce n'est pas philosophique, je ne sais pas ce que c'est. Je tiens aussi à dire une chose que j'ai oublié de vous dire. Une fois qu'on a fait... Après, on va arrêter. Je vais conclure sur la fin, parce que sinon, je vais proposer encore. Hein. Okay. Je peux, hein, mais non. Demain. Alors... Pas cher. On fait une réduction. Donc, j'ai oublié de vous dire une chose. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on est sur le ring de boxe. On a plein la figure. On est déboussolé intellectuellement et dans sa raison. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut dire, je continue par convention à lire Le Petit Prince, et comme ça je pourrais dire, je l'ai lu. Et il y a ceux qui se disent, il faut que je le lise autrement.
Et pour ceux qui sont complètement paumés, c'est-à-dire nous, la plupart d'entre nous, il dit une phrase. Une fois qu'il nous a complètement mis au sol, qu'on est tapis, boxé, il veut nous réveiller. Il veut nous faire un bouche à bouche. Il va nous donner un peu d'oxygène. Il va nous dire, mais lis-le mon livre, lis-le, je te jure qu'il a une valeur. Et regardez bien ce qu'il dit à la fin du chapitre 4. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Personne ne l'a lu, cette phrase. Peu, quelques heures. Moi, c'est ça qui m'a réveillé. C'est quand je l'ai lu, à 25 ans, que je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose, et que j'ai lu cette phrase, car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère, là j'ai dit, oh mon Dieu, t'as tout raté là. Tout raté. J'ai lu la vie de ce texte, j'ai étudié, etc., etc. Et j'ai essayé d'aller dedans. Donc, voilà pour les baobabs. Pour terminer, 2 toilettes. La toilette perso, c'est la relation de soi à soi. Je vous dis bien, il dit 2 toilettes, d'accord? Vous êtes d'accord? 2 toilettes. La relation de soi à soi. La toilette avec les autres. La relation avec son environnement. La toilette avec son environnement. Un être humain a 2 rendez-vous pour lesquels il ne peut pas s'échapper. Tous les matins, on a rendez-vous avec soi. Désolé. Du moins, et en même temps, c'est encourageant, ça veut dire qu'on a une conscience, parce qu'on a un rendez-vous avec soi. Le jour où on n'a pas de conscience, on n'a aucun rendez-vous avec soi. D'accord? Et tous les jours, on a rendez-vous avec l'autre. C'est inaltérable. Et on ne peut pas s'en échapper. Donc, dans ces 2 rendez-vous qui me sont totalement imposés, comment je me positionne? Il y a un 3e rendez-vous qui est représenté par les 3 baobabs, qui est expliqué par Syntex. Ces 3 baobabs, nous sommes en 1942. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Hormis le côté éthique, relation à soi, relation aux autres. C'est une approche philosophie de l'histoire et vision de l'histoire. Nous sommes en 1942. Nous sommes en pleine guerre. Quels sont les 3 baobabs qui envahissent la terre entière? La force de l'Axe. L'Allemagne, le Japon et l'Italie. C'est les 3 qui sont en train d'asphyxier la planète. Voilà comment il en parle, lui. Une fois que le baobab s'est fait, il continue avec la planète. Voilà. Après, on en est au début. Donc après, il avance. Il va dans les astéroïdes. Une fois qu'il a fini sa préparation, chapitre 9, il part de la planète. C'est magnifique, je vais simplement vous lire un passage. C'est la fleur. Il l'appelle fleur, jamais rose, hein, puisque c'est la lutte qu'il a avec Consuelo, avec les femmes, les difficultés, etc. Bon, on en parlera un peu demain. Regardez bien, quand il décide de partir, c'est pas lui qui part, parce que comme tout homme, quand on décide, nous les mecs, de se séparer, on est hésitant. Les femmes sont beaucoup plus tranchantes. T'as décidé, ok. Regardez bien ce qu'il dit. Elle dit ce que dit la fleur. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. C'est magnifique. Le rapport masculin-féminin, chapitre 8, chapitre 9, c'est vraiment du nectar. Ça y est, il s'envole. Il part. Les astéroïdes. Il va donc rencontrer le roi. D'accord ? Sur le roi, il apprend des choses. Je ne peux pas le développer là. Après, il rencontre le vaniteux. C'est génial. Il rencontre Bernard Larcher, le sénateur des sénateurs. Non, voilà. C'est à mourir de rire. Après, il rencontre l'ivrogne. Excellent. Après, il rencontre le businessman. Excellent. Après, il rencontre la lumière de Werber. Extraordinaire.
Et enfin, il rencontre le géographe. Là, je m'arrête 1 minute. Quand il rencontre le géographe, le petit prince, il est enseigné à ce qui est éphémère et à ce qui est durable. C'est ça ce que lui enseigne le géographe. Vous lirez le chapitre, il y a une éducation au mot éphémère. Et ce qu'une fois que le petit prince est éduqué par le géographe au mot éphémère, qui lui dit « va sur terre, elle a une bonne réputation ». C'est-à-dire sur terre, qu'est-ce qu'on rencontre? L'éphémère et pas le durable. C'est bouddhiste, au plus haut niveau. Et une fois qu'il a compris le mot éphémère, le petit prince qui vivait dans la ceinture des astéroïdes peut vivre son accomplissement sur Terre. Il arrive sur Terre. Il y a une description de la Terre qui vaut son pesant d'or, je vous le recommande. Description de la Terre. Une fois qu'il y a la description de la Terre, il y a la première rencontre sur Terre. Et la première rencontre sur Terre, c'est le chapitre 17, d'accord? Et c'est la rencontre du serpent. Demain, je le développe. Le serpent, qu'est-ce que c'est? C'est l'initiation au plus haut niveau. Saint-Ex, le savait-il que le serpent était symbole de l'initiation? Je ne le sais pas. Mais c'est le premier animal qu'il rencontre et c'est la première chose qu'il rencontre sur Terre. Et que dit le serpent au petit prince? Je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Je peux te mordre et te faire mourir n'importe quand. Et regardez bien la suite. Mais toi, tu es pur. Je ne peux pas te toucher. Même le serpent n'a pas pouvoir de vie et de mort sur l'âme immortelle du petit prince. Et si vous doutiez de l'âme immortelle du petit prince, page 12 du livre, regardez bien comment est décrit le petit prince. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Qui c'est qui n'a ni faim, ni peur, ni soif, sinon quelque chose qui n'est pas matériel? Et si on en doute encore, il le répète à la page 77. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Ça marche? Rencontre du serpent. Après, il rencontre la fleur à 3 pétales. Les 3 vertus théologales chrétiennes. D'accord? La foi, l'espérance et la charité. Saint-Ex est un homme du christianisme. Il a compris le christianisme dans sa profondeur. La fleur est la représentation des 3 vertus théologales chrétiennes. Mais plus que ça, je ne développe pas, mais je vous lis quand même le passage parce que ça vaut son pesant d'or. C'est tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Le petit prince, il arrive sur terre. Où sont les hommes? Demande poliment le petit prince. La fleur, un jour, a vu passer une caravane. Les hommes, bon, il en existe, je crois, 5, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. C'est Diogène. Je cherche un homme. Diogène, je cherche un homme. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Bon, c'est bon, ça y est, on a décrit le genre humain. La plupart d'entre nous, on n'a pas de racines. Pas les racines. Ah, je suis né là, c'est mon sang, Olivier, tiens moi. Non, les racines d'en haut. Les racines qui donnent les convictions de vision. Et la fleur, elle lui dit. Après, il y a l'écho. Voilà. Soyez mes amis, je cherche des amis. Je suis seul, je suis seul, je suis seul. Le serpent, juste avant, lui avait dit, on est seul aussi chez les hommes. Ici, bien heureux à nous tous de rencontrer la solitude. Il n'y a pas plus belle compagne que la solitude. Ne cherchez jamais à combler votre solitude. Cherchez à rentrer en relation avec votre solitude. C'est la plus belle amie. Et c'est elle qui me permet de bien vivre avec les autres.
On continue. Après, il y a le passage où il arrive devant les roses et là, stupéfaction. Oh, ma fleur, elle n'est pas si unique que ça. Il y en a 5000 pareils. Des roses. Stupéfaction. Et là, le passage d'après, c'est le renard. Une ontologie. Le renard lui explique tout ce que veut dire le mot apprivoiser, tout ce que veut dire le mot unité, tout ce que veut dire le mot altérité, tout ce que veut dire le mot relations humaines. Il reçoit son éducation par le renard. C'est un maître, le renard. Et le renard reçoit aussi une éducation avec le petit prince. Parce que le renard accepte de se faire apprivoiser par le petit prince, et le petit prince lui dit « Mais si je t'apprivoise et que je continue et que je vais partir, tu vas pleurer !» Oui, mais ces larmes seront les larmes de ma relation avec toi. Et tu seras toujours en moi. Parce que maintenant, quand je regarderai un champ de blé de couleur d'or, c'est à toi que je penserai. J'ai créé un lien avec toi, une relation avec toi. Ça n'a pas été fugace. Ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça. Ciao. C'est pour ça qu'on ne vit rien aujourd'hui. On n'est même plus capable de pleurer. On a peur de pleurer. On a peur de notre douceur. Et donc, il continue, il reçoit, et quand le renard est éduqué, le renard va livrer le message qu'il vient de comprendre du petit prince. Et il dit, retourne voir les roses et reviens me voir et je te dirai un secret. Il s'aperçoit et il va devant les roses, les 5000 roses. Mais vous êtes quelconque, vous ressemblez à ma rose, mais je n'ai pas tissé de lien avec vous. C'est comme nous ce soir. Pour l'instant, on est un peu quelconque. C'est un public à qui je fais une conférence, mais avec lequel on n'a pas encore établi le lien. Un petit peu, on s'apprivoise. Il faut avoir le courage de s'apprivoiser. C'est tout l'objectif de la philosophie pratique. Créer une fraternité, c'est avoir le courage de s'apprivoiser. Ça fait flipper de s'apprivoiser. Pourquoi ? Parce que ça demande à s'engager. Et aujourd'hui, le mot engagement, il fait frémir toutes les âmes peureuses et surtout pas les hommes immortels qui sont en nous. C'est ça un homme libre. Et celui-là, il est indestructible. Indestructible. Et donc, une fois qu'il avance, et que ça y est, il a compris que les 5000 roses sont quelconques, qu'elles n'ont rien à voir avec sa rose, parce que sa rose, il a établi un lien avec elle. Il a compris le côté unique, c'est dit dans le texte. Hein. Tout est marqué dans le texte. Tout est marqué. Et à ce moment-là, il revient voir le renard et il dit, j'ai compris, j'ai apprivoisé ma rose, j'ai établi un lien avec elle. Alors le renard lui dit, voici mon secret. Et regardez bien tous les mots sont pesés. Tous les mots de syntaxe sont pesés. Ils sont ciselés, ils sont pensés. Il n'y en a pas un qui est de travers. Mon secret est très simple. Très simple. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ça le secret. Mais le secret est simple. Or, la simplicité, c'est sortir du compliqué, mais non plus pour rentrer dans le simplisme. Le petit prince, c'est celui qui porte en lui la simplicité divine. Le fruit d'un boulot de taré, de fou. S'épurer pour devenir simple. Et si vous en doutez, regardez tous les grands artistes qui portent le nom d'artistes. Quand ils excellent dans leur art, ils sont simples.
Mais la simplicité qu'il porte a une telle profondeur qu'un seul geste porte tout l'univers. Un calligraphe, un grand musicien, un grand sculpteur. Il n'y a rien de compliqué. Tout a été nettoyé. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur le passage du renard. Il y a le rite, il y a tout le passage du sacré, etc. J'avance, ok? Et on avance et on va conclure. Je vais conclure avec un passage qui est la fin. Donc, ça y est, on est toujours dans la traversée, là, on est sur Terre. Voilà, il a fini avec le renard. Il part, une fois qu'il est parti avec le renard, il sort de sa relation avec le renard. Il va rencontrer l'aiguilleur. L'aiguilleur, c'est un passage, mais tout simplement fou. C'est fou. Avec la poupée de chiffon. Voilà. Après, une fois qu'il avance, il a développé le transhumanisme bien avant l'heure, le marchand de pilules. Celui qui fait économiser 53 minutes parce que comme ça on ne mange pas à midi et comme ça, oui, c'est le marchand de pilules. On est en 1942. Hein. Je vous dis, aujourd'hui, dans Lettres générales X, il dit « Il suffit d'écouter un chant folklorique du XIVe siècle pour mesurer la pente descendue. » L'humain est devenu stupide. Stupide. Totalement stupide. Et une fois qu'il a passé avec le marchand de pilules, il va aller voir, il rentre, et là, c'est le départ. Ça y est. Il retrouve le serpent du début. Le serpent sort de sa cachette et lui dit « Tu sais, quand je t'avais rencontré, je t'avais dit que je pouvais t'aider. Et maintenant, c'est le moment pour toi. Ça fait 1 an que tu es sur Terre et tu dois retourner à ton étoile. » Et donc, le serpent sort. Le pilote ne supporte plus. Il a dialogué avec le petit prince. Il s'en est fait son ami. Il ne veut pas qu'il parte. Et l'autre lui dit « C'est fini, ça y est, j'ai fait mon travail avec toi. Maintenant, tu peux redécoller, ton avion est réparé. » Comment le sais-tu? C'est-à-dire que tu as pu renaître à l'essentiel. Tu as fait la seconde naissance dont parle le Christ avec Nicodème. Et une fois qu'il a fait ceci, le serpent va dialoguer avec le petit prince et on a le fameux passage de la fin et après on va terminer. J'ai oublié de vous parler du puits, de l'eau, etc. Mais bon, tout ça on fera, si vous venez demain, on fera demain. Regardez bien, l'eau c'est un passage magnifique. Hein. Le puits dans le désert, qu'est-ce que vient faire un puits en brique dans un désert, hein? Il y a un message. Ce n'est pas un puits, ça n'a rien. C'est un puits particulier. Et alors, il lui dit, le serpent arrive, tu as tort, tu auras de la peine, j'aurai l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. Il parle au pilote qui, lui, ne veut pas lâcher le petit prince. Tu comprends, c'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Et le petit prince parle, j'ai oublié de vous parler de la responsabilité aussi, et le petit prince parle au pilote, tu sais ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, elle est tellement naïve, elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le mort. Moi je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout, il dit, voilà c'est tout. Il hésita encore un peu, puis il se releva, il fit un pas, moi je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien eu qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile, il ne cria pas, il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et c'est la fin. La fin, arrive cette illustration. Ça, c'est quand il se fait mordre par le serpent. Regardez le geste, regardez le petit prince, comment il est représenté. En total abandon. On sent l'abandon. Il se lâche. Il ne fait aucune résistance. Il se laisse traverser. Et à la fin, il ne reste plus que l'étoile, la quête. Pour terminer, je vais vous lire un passage sur l'étoile. Il y a une étoile qui préside à notre naissance et à notre mort. Une étoile qui tourne éternellement avec nous-mêmes. C'est l'étoile de notre destin. Nityam Shriram, grand maître indien. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es le rayon.
Le rayon, l'étoile flamboyante qui brille dans les obscures profondeurs du toujours-être, sur les champs sans bornes de l'inconnu. Sagesse tibétaine. Celui-là ne peut errer qui est conduit par une étoile. Léonard de Vinci. Ce sont les étoiles tout là-haut qui président à nos destinées. Shakespeare. Le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vient le temps qui lui a été, et celui qui vit bien le temps qui lui a été accordé, retournera vers son étoile conjointe. Platon. Merci, que chacun puisse retrouver l'étoile et que chacun puisse entendre le petit prince à l'intérieur de lui. C'est avec lui qu'il faut vivre. Merci. Demain. Quelle heure il est là ? 9h30. S'il y a une ou deux questions, on prend. Pour demain, pour l'atelier, c'est à 10h. À partir de 9h30. Venir vers 9h30, c'est à l'espace culturel des Bateliers, aux 4 rues des Bateliers, c'est à 5 minutes d'ici. C'est la rue des Bateliers, vous verrez, c'est simple à trouver. Donc demain à 10h, pour la suite... On ira dans tous les symboles, on ira dans tout en détail avec le roi, il y a tellement à dire, enfin voilà, on ira dans chaque personnage des astéroïdes, etc., etc. Mais comprenez que l'important c'est de saisir l'idée et de comprendre que c'est pas un conte pour enfants. Question. Alors, vous qui avez étudié ce livre depuis 25 ans, Plus. un peu plus, est-ce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose de divin qui s'est passé pour que ce soit écrit comme ça et que ça reprenne un petit peu ce qu'on trouve dans beaucoup de livres religieux, etc. Tout à fait. Pour Saint-Ex, vous dites ? Oui. Il a été touché par la Providence. Il y a quelque chose en plus de lui qui est passé à travers lui. C'était un homme qui avait une telle soif de vie, et c'était un homme qui était tellement impliqué et engagé dans le monde que son intuition s'est réveillée. C'est un homme d'intuition, Saint-Exupéry, mais aussi un homme de grande connaissance et de grande raison. Il mariait les contraires. Et quand on lui demande d'écrire Le Petit Prince, il ne sait pas ce qu'il va écrire. Il ne sait pas. Un conte pour enfants. Je tiens à vous dire que c'est le seul conte pour enfants qui parle d'un enfant, qui parle de la vie des grandes personnes. C'est l'heure de finir. Hein. Ils disent « J'ai faim ». Oui. Est-ce qu'en dehors de Platon, souvent cité, très présent dans l'œuvre de Saint-Exupéry, il y a d'autres philosophes qui intéressent Saint-Exupéry? Oui, il y a, comme je vous disais, il y a Bergson, il y a Descartes, il y a Pascal, tous les stoïciens, ils connaissaient parfaitement le stoïcisme. Enfin voilà, c'était un homme qui... Moi, je rêve d'une vie comme Saint-Exupéry. C'est pour ça que je souhaite suivre un idéal. Et c'est pour ça que j'ai fait hommage à Léo et à Nadine. On suit un idéal d'homme. Et notre vie n'est pas banale. Et il n'y a rien de plus beau que de ne pas avoir une vie banale. Reza en parle très bien dans son livre, La soif de l'essentiel aussi. Il en parle très très bien. Voilà. L'être humain, comme disait Reza, ce n'est pas un petit tout dont il est possible de faire le tour, mais c'est un infini qui a pris un visage. Nous sommes un infini qui a pris un visage. L'être humain n'est pas fini. Il est infini. Totalement infini. Il n'est qu'une transition entre deux mondes et entre deux plans. Et il vit une situation très conflictuée parce qu'en lui se vit l'opposition de la matière avec l'esprit. Ça le met en conflit, mais aussi en cheminement. Voilà, merci. Si vous êtes intéressés, je fais des dédicaces. Et demain, j'espère que, on suivra. Hein. Donc, si certains souhaitent dédicacer leur livre,